Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un numéro consacré à Israël qui sort tout juste d'une nouvelle séquence électorale. L'occasion pour nous de revenir sur le rôle et la place clé de ce pays dans une région à l'équilibre ô combien fragile. Pour en parler, j'accueille Monsieur Sylvain Sipel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du comité éditorial du site d'information Orient 21, journaliste pour le 1. Vous étiez auparavant rédacteur en chef au Monde et avant cela directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International. Avant de nous plonger dans l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines, une question pour appréhender votre rapport à la Méditerranée. Sylvain Sipel, qu'y a-t-il de plus méditerranéen en vous ? En moi, ce qui est le plus méditerranéen, c'est que je suis un converti à la Méditerranée. C'est-à-dire que j'ai des origines d'Europe centrale, Ukraine, Pologne, etc. Et en fait, je suis un peu tombé amoureux de la Méditerranée, quoi. Et à vrai dire, de tous les pays méditerranéens, que ce soit des pays du nord méditerranéen, du sud méditerranéen, vraiment. Et je sais pas, il y a une douceur de vivre qu'on retrouve, il y a une chaleur, à la fois chaleur réelle et chaleur émotionnelle, un accueil, une hospitalité, enfin bon. Voilà, donc ça me correspond beaucoup plus qu'autre chose et je m'y sens bien, quoi. Et vous retrouvez cette douceur de vivre en Israël malgré un contexte extrêmement tendu ? Il y a en Israël un côté levantin qui existe et qui est réel. Et il y a une forme d'hospitalité. Bon, moi, j'y ai vécu il y a fort longtemps, mais j'y ai vécu pendant plus de 10 ans. Et j'avais des enfants en bas âge. Et avec le voisinage, c'était absolument formidable, vraiment formidable. Et on pouvait laisser les enfants, on pouvait sortir le soir, les voisins s'occupaient de tout. Enfin, vraiment, c'était très chaleureux, très voilà. En même temps, c'est un pays qui est c'est une société qui est très brutale, etc. Bon, elle est contradictoire comme beaucoup de sociétés. Mais oui, il y a des choses qu'on retrouve en Israël qui sont très levantins, c'est certain. Alors après la douceur de vivre, on entre dans le dur de la politique. Le vif du sujet. Exactement. Mardi 1er novembre, les Israéliens étaient de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs représentants à la Knesset. La 5e élection générale organisée en moins de 4 ans et ce scrutin a signé la victoire du Likoud emmené par le toujours combatif Benyamin Netanyahou, figure de proue d'une coalition de droite et d'extrême droite nationaliste et ultra-orthodoxe. L'Alliance remporte 64 sièges sur les 120 que compte la Knesset. On va voir la composition détaillée du nouveau Parlement israélien. 32 sièges, voilà, ça apparaît à l'écran, pour le Likoud donc, et 14 mandats pour l'extrême droite, un record. Alors Sylvain Sipel, cette victoire de la droite était-elle prévisible ? Elle était prévisible, Netanyahou l'a organisée, il a négocié. Il y avait 2 partis d'extrême droite dont les deux dirigeants se détestent parce que chacun veut être le représentant de l'extrême droite réelle. Il les a obligés à s'allier en leur promettant évidemment des places au gouvernement s'ils l'emportaient. Et cette alliance a été prépondérante dans sa victoire, absolument prépondérante. Et donc pour être honnête, ça n'est pas un changement radical par rapport à ce qui a précédé. Ce qui avait pu être un changement, c'est quand une droite beaucoup plus modérée, qui était au gouvernement après Netanyahou, et puis avant qu'il y revienne, ça c'était un peu inédit, si vous voulez, parce que Netanyahou était au pouvoir depuis 15 ans. Mais donc, il avait déjà eu des gens, si vous voulez, Smotrich. Il y a 2 grands dirigeants de l'extrême droite. Un s'appelle Ben Gvir, l'autre Smotrich. Smotrich a été vice-président de la Knesset il y a 10 ans, ou il y a 8 ans. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'apparition d'un groupe qui est dirigé par quelqu'un qui a été ce qu'on a appelé, qui a longtemps été, et qui est toujours politiquement, ce qu'on a appelé un kahaniste. Il y a eu un rabbin israélien qui s'appelait Kahana,
ce rabbin était d'origine américaine. Il était, non seulement pour l'expulsion de tous les Palestiniens, pour la colonisation des territoires, etc., il était d'un racisme absolument avéré, au point que son parti était interdit de participer aux élections. Il est mort depuis, il a été assassiné d'ailleurs. Il est mort depuis. Ben Gvir se présente comme l'héritier de cet homme. Alors ça, c'est nouveau, si vous voulez. C'est pas qu'il y a une extrême droite. Il y a une extrême droite depuis très longtemps. Elle se renforce sur les 40 dernières années, très fortement, depuis que la droite est au pouvoir. Mais ce parti-là était considéré, y compris par les Israéliens, comme illégitime. Et que dire du fait religieux dans ces élections? Alors, d'abord, cette droite et cette extrême droite qui, il faut le répéter, elle est coloniale, elle est raciste. La droite coloniale existe, Netanyahou, c'est la droite coloniale. Mais ce racisme profond, avéré, militant, ça c'est quelque chose de nouveau. Alors, ce sont les deux tendances qui se sont alliées. Les deux dirigeants sont des dirigeants très profondément religieux. Il y a d'autres partis religieux qui ont évolué eux aussi et qui sont sur le plan politique assez proches de l'extrême droite, mais qui se préoccupent beaucoup plus de gérer les affaires religieuses. Alors que eux sont des religieux, mais leur principale préoccupation, c'est la politique. Et c'est la terre, et faire tout ce qu'on peut pour se débarrasser des Palestiniens. L'autre fait marquant de ces élections, la 5e, je le disais, en moins de 4 ans, c'est le taux de participation, 71%. Oui. Comment on explique cet engouement? Pas de lassitude. Je vais être honnête, ça a surpris beaucoup de monde, parce que les élections précédentes avaient vu un recul permanent. Et une fatigue de l'électorat, si vous voulez, parce que c'était toujours les mêmes. Oui. Et alors, la dernière fois, il y a eu du neuf. C'est-à-dire que Netanyahou, pour la première fois, a perdu les élections. Oui. Bon. Alors je pense, évidemment, qu'il y a eu une mobilisation des partisans de Netanyahou qui se sont dit c'est l'occasion ou jamais de le ramener. Et que la progression la plus importante de participation électorale, à l'évidence, elle s'est trouvée du côté de la droite dure. Et elle s'est manifestée à la fois par le succès de l'extrême droite, c'est quand même le troisième parti du pays, oui. Et de Netanyahou, qui a, avec 64 députés, avec 34 députés, il est passé de 31 à 34. Bon, il a... Plus que confirmé. Cette victoire, voilà, vous le dites, c'est celle de Benyamin Netanyahou. Quel est le secret de sa longévité? Son premier mandat en tant que Premier ministre, c'est en 1996, de 1996 à 1999. Oui. Puis, de 2009 à 2021. Et dans cette même période, il a cumulé tour à tour, de temps en temps, les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de la Défense ou des Finances. Alors, et même les affaires judiciaires qui lui collent au basque ne l'arrêtent pas. Comment on explique le phénomène Netanyahou? Il y a un aspect Trump. Bibi pour les intimes. Oui, Bibi, oui. Il y a un aspect similaire à Trump. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un dirigeant politique comme un autre, si vous voulez. Il a un impact. Il joue sur les émotions de manière absolument admirable par rapport à ses concurrents. Ça, c'est clair. Il y a aussi le fait qu'il a un intérêt évident à faire de la politique, tout à fait comme Trump. Oui. Si vous voulez. C'est-à-dire que, comme vous avez rappelé, il a quand même pas mal de casseroles au basque. Il risque beaucoup. Et c'est évident que s'il redevient Premier ministre, ce qu'il va redevenir, il a une capacité à la fois à bloquer les procédures et surtout, il va bénéficier d'une impunité dont il ne bénéficiait pas s'il avait été un simple député et hors du gouvernement. Quelle opposition rencontrera-t-il? Yair Lapid, le Premier ministre sortant et sorti, malgré ses 24 élus, ne convainc pas vraiment. Les difficultés, les blocages viendront peut-être de son propre camp, du moins de la coalition qu'il conduit. Là, on voit Yair Lapid à l'écran. On parle, vous l'avez mentionné, de Itamar Ben-Gvir, à la tête du cartel suprémaciste, qui est la troisième force politique du pays, avec 14 représentants. Je pense qu'il aura des difficultés à former le gouvernement, alors qu'il est sorti grand vainqueur et que les autres... Mais le succès de la droite, je ne sais pas comment l'appeler, coloniale fasciste, je veux dire, je n'exagère pas. Oui. Ce sont des choses qu'on lit
qui sont écrites en Israël, Oui, et oui. pas seulement dans des journaux, dans les journaux d'extrême gauche, dans les grands journaux israéliens. On les traite, enfin, Ben Gvir est traité. Oui, ce ne sont pas des abus de langage, quoi. Non, ce ne sont pas des abus de langage. Voilà. Donc, je pense qu'entre eux, d'abord, la négociation dure, en ce moment. Ce qu'ils demandent, c'est avoir à la fois, Ben Gvir veut la sécurité intérieure, c'est-à-dire la police, et le second veut la défense. L'état-major a fait savoir que ça lui convenait pas trop. Et Netanyahou et les Américains ont fait savoir que ça leur déplairait assez fortement si ces personnages accédaient au pouvoir. Il y a un tollé dans la communauté juive américaine absolument incroyable pour dire que c'est pas possible que des gens pareils se retrouvent à la tête de l'État, au pouvoir. Le problème, c'est que ça va être extraordinairement difficile que Netanyahou dise non aux deux. Il faut quand même... ils l'ont aidé à gagner, et donc... Il faut les récompenser. Il faut les récompenser. Je pense qu'il est à peu près exclu. Est-ce qu'ils se satisferont de moins? Netanyahou est sans aucun doute un meilleur politicien qu'eux, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va trouver pour les amener à... Pour les satisfaire. Oui, pour les satisfaire. Mais je ne vais pas faire de prévision, mais je pense qu'il lui sera difficile de refuser un des deux postes. Si jamais, je ne vois pas Smotrich accéder à la défense. Peut-être que ça adviendra, mais ça me paraît très difficile. Si Ben Gvir est ministre de la police, il faut savoir le rôle de la police est essentiel sur la question de Jérusalem. Dans les territoires palestiniens occupés, c'est l'armée qui fait la police. Ce n'est pas la police israélienne, c'est l'armée. La police militaire, mais c'est l'armée. À Jérusalem, qui a été officiellement annexée, même si la communauté internationale ne le reconnaît pas, mais qui est annexée officiellement, c'est la police israélienne. Ben Gvir, des tâches les plus importantes qu'il s'est données depuis 20 ans, c'est ce qu'on appelle c'est de judaïser la vieille ville, de judaïser la ville arabe de Jérusalem. C'est-à-dire de faire partir le maximum possible de gens et de faire entrer le maximum de juifs dans les quartiers arabes, pour petit à petit expulser la population arabe. À mon avis, si Ben Gvir récupère la police, la situation des Palestiniens de Jérusalem risque de s'aggraver de manière drastique, terrible. Sylvain Sipel, la transition est toute trouvée. On passe au Zoom de la semaine. Alors évidemment, Sylvain Sipel, comment ne pas évoquer la question palestinienne? A-t-elle été un enjeu de ce scrutin? Je dirais pas du tout. Et d'aucun de ceux qui l'ont précédé. C'est étonnant, non? Ça ne l'est pas étonnant. Ouais. Si vous voulez, il y a un rapport de force qui s'est installé dans lequel la domination israélienne est telle. Depuis la fin, les Palestiniens ne se sont pas relevés de leur échec terrible de la deuxième intifada qui s'est close en 2006, disons. Et jusqu'au jour. Alors, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une recrudescence de ce que les Israéliens appellent le terrorisme, mais à une révolte de la jeunesse palestinienne, à une nouvelle révolte de la jeunesse palestinienne. Ça, c'est indubitable. Il y a encore eu un attentat hier, avant-hier, à Jérusalem. Et ça, c'est indubitable. Mais ça fait maintenant 15 ans que les Israéliens vivent dans le sentiment que les Palestiniens, c'est loin. Alors, bien sûr, leurs enfants, leurs gosses vont au checkpoint pour faire leur travail. On ne peut même pas dire de soldats, parce que c'est du travail de basse police, mais voilà, c'est ça que font énormément de jeunes quand ils vont à l'armée. Mais cela étant, il n'y a plus de problème palestinien. Sauf pour les colons qui y habitent dans les territoires. Mais sinon, on n'y va pas. On y va extrêmement peu. Même les Juifs de Jérusalem ne vont très peu dans les villes, par exemple. Et ailleurs, on ne va pas dans les territoires. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est qu'on prétend que c'est une seule terre, mais en réalité, les uns et les autres sont complètement séparés. Complètement séparés. Mais ça donne aux Israéliens le sentiment que, l'action palestinienne, on s'en fout maintenant. Ouais. On s'en fiche, elle n'est pas là. Et puis, il y a des petites éruptions de temps à autre. En ce moment, il y en a une qui commence à inquiéter les services de sécurité. Et puis, il y a les conséquences de ce qui s'est passé avec l'élection de Ben Gvir. Oui. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier, où il y avait 30 000 colons qui ont manifesté dans la ville d'Hébron pour une fête religieuse juive.
Et on va voir les images. Si vous avez les images, c'est oui. encore mieux. Parce qu'elles sont... Je vous pose une question et puis on va les voir tout de suite. Aujourd'hui, voilà, elles sont à l'écran. Aujourd'hui, quelle voix s'élève en Israël pour dénoncer la colonisation de la Cisjordanie? Alors, vous avez deux types enfin, sur le plan politique, vous avez des partis qu'on appelle en Israël les partis arabes, parce qu'essentiellement, ce sont les Palestiniens d'Israël qui votent pour eux. Même s'il y a des Juifs en petit nombre, j'ai demandé à quelqu'un une estimation, quelqu'un m'a dit à peu près 15 000 Juifs qui votent pour ces partis-là. D'accord. Bon, c'est pas un nombre, dans un pays de 6,5 millions d'habitants, c'est pas un nombre exagéré, je dirais. Mais vous avez effectivement Mais sinon, le reste de la population, c'est quelque chose de... Alors, il y a des gens, en revanche, il y a deux types d'opposition. Vous avez d'abord les ONG, des ONG nombreuses, des ONG où beaucoup de gens coopèrent. La plus connue s'appelle B'Tselem, c'est un mot hébraïque. Elle est connue dans le monde entier. C'est la principale association de défense des droits de l'homme dans les territoires occupés. Vous avez une association d'anciens soldats, de soldats libérés de l'armée, après leur service militaire, qui témoignent de ce que fait réellement l'armée dans les territoires occupés. C'est une association extraordinaire qui s'appelle, en anglais on dit Breaking the Silence, ça veut dire briser le silence, et qui raconte la réalité de l'occupation. Mais vous avez des associations moins spectaculaires, mais qui s'appellent par exemple Médecins pour les droits de l'homme, les Rabbins pour les droits de l'homme. Enfin, vous avez toute une mouvance à l'extrême gauche. On la qualifie d'extrême gauche en Israël, mais elle n'est pas d'extrême gauche en réalité, si vous voulez. Elle est humaniste, on pourrait dire. C'est des gens, elle est surtout, et ça me semble le plus important, ça regroupe des ONG qui sont anticolonialistes. C'est ça qu'elles ont fondamentalement. Et puis, au plan politique, vous avez cette association des partis arabes, et du côté juif de l'électorat, à peu près plus personne. C'est-à-dire qu'il il reste le Parti communiste, dans lequel il y a des juifs, c'est tout. Mais sinon, même les partis de la gauche sioniste, en particulier un qui s'appelle Meretz, qui a longtemps été présent, enfin qui est historiquement présent à la Knesset depuis toujours, qui cette fois-ci n'a pas pu y entrer, de très peu, mais qui a échoué à y entrer. Ce qui fait que sur le plan politique, il n'y a plus d'opposition. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre les dirigeants centristes et Netanyahou, ou l'extrême droite, sur plein de thèmes. Sur la démocratie, sur la jeunesse, sur la politique économique. Mais sur la question palestinienne, il n'y a pas de débat. Puis, vous l'avez rappelé, Jérusalem a été touchée cette semaine mercredi par un double attentat à l'explosif qui a fait un mort, un adolescent de 16 ans et une vingtaine de blessés. Alors, on a du mal quand même à percevoir une issue à ce conflit et de là à envisager une solution à deux États. Enfin, ça paraît encore plus lointain. Après toute votre argumentation et votre... Non, moi je n'ai, si vous voulez, moi je connais le débat, deux États, un seul État, etc. Je pense que enfin, ce débat est intéressant intellectuellement, mais il n'est pas lié à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le différentiel entre la capacité de domination israélienne et la capacité de résistance palestinienne est tel qu'on arrive à un paradoxe qui explique pourquoi le conflit est bloqué. Les Israéliens sont hyperpuissants. Quand je dis hyperpuissants, c'est pas seulement sur le plan militaire. C'est pas parce qu'ils ont la bombe atomique et en face, les autres, ils ont des mortiers artisanaux. Non. C'est évidemment militaire, mais c'est politique. Il y a un côté à un État, l'autre ne l'a pas. C'est économique, c'est technologique, c'est universitaire, c'est... sanitaire. C'est tout ce que vous voulez. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les Israéliens ne peuvent pas perdre. Mais tant que les Palestiniens sont là, comme disent les Anglais, une épine là où je pense, ils ne peuvent pas gagner. Ils n'ont pas gagné. Et les Palestiniens, ils peuvent prendre des coups et des coups et des coups et des coups, comme ça advient depuis 15 ans, sans aucune capacité de résister, ou à peine. Mais en fait, ils ne peuvent pas perdre. Parce que tant qu'ils sont là, les autres n'ont pas gagné.
De ce point de vue-là, c'est une situation de blocage. Je pense fondamentalement que la solution viendra de l'extérieur et non pas du rapport entre les deux. Je pense que... Est-ce que l'extérieur, ce sont les États-Unis qui vont dire à un moment, allez, on arrête la fin oui, du conflit, ils vont siffler la fin du match? Enfin, jusqu'à récemment, la place des États-Unis est en train de changer dans la région, donc c'est un peu compliqué. Et puis, les Américains aujourd'hui regardent beaucoup plus du côté de la Chine, du côté de la Russie, de ce qui se passe en Ukraine, etc. Donc ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Est-ce que ce conflit, il y a encore un intérêt à le résoudre? Ou est-ce que finalement il est tellement installé que... Je pense que tout le monde s'en penser fiche? qu'il n'y a pas d'intérêt serait une erreur gravissime. Gravissime. Effectivement, je connais des gens qui pensent... Ben non, beaucoup d'Israéliens disent, mais on s'en fout, c'est fini le conflit, Oui. ils sont dans leur trou, etc. On s'en fiche. Je pense que ce serait une erreur absolument gravissime. Et je pense aussi, pour les Israéliens, je pense que c'est effroyable pour les Palestiniens ce qui se passe, mais je pense que ça ne présage pas d'un avenir radieux pour les Israéliens eux-mêmes. Je ne connais pas... Vous savez, je n'ai pas parlé, quand vous m'avez demandé sur les pôles de résistance, du journal Haaretz. Oui. Le journal Haaretz, c'est un journal historiquement... C'est un journal très sioniste, de centre-droit, historiquement, qui aujourd'hui est le journal, et c'est sans aucun doute, c'est le pôle de l'opposition politique. Il n'y a plus de parti, mais il y a un journal, et tous les jours, il raconte qu'est-ce qui se passe dans les territoires occupés. Tous les jours. Et ça, d'abord, ça sauve l'honneur d'Israël, je pense, puisqu'il n'y a personne d'autre. À part les ONG, mais les ONG, elles font le travail dans le domaine qui les concerne. Eux, c'est le seul qui a... Oui. C'est les seuls qui ratissent large. Et dans quelle mesure... Je pense que si les Israéliens ne comprennent... Enfin, par eux-mêmes, ils ne trouveront pas de motif à perdre leur domination. Et dans quelle mesure cette situation... Ça ne peut que leur être imposé. Oui, peut jouer sur les relations internationales entre Israël et ses voisins méditerranéens et les pays arabes, alors que la tendance, elle est plutôt à la normalisation. On l'a même vu, il y a même un accord avec le Liban sur les ressources gazières. Oui. Il y a un accord avec le Liban, il y a des accords. Il y a eu les accords d'Abraham. Il y a eu les accords d'Abraham, etc. Si vous voulez, c'est indubitable. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'image d'Israël. C'est-à-dire que c'est un pays qui a des succès diplomatiques non négligeables. Non négligeables. Et en même temps, c'est un pays où l'image qu'il projette à l'extérieur se dégrade de plus en plus. Si vous voulez... Israël, vous savez ce que c'est que l'affaire NSO? Ça vous dit quelque chose? Bon, c'est une entreprise israélienne qui vendait du cyberespionnage dans le monde entier. Ça fait un scandale il y a quelque temps, Macron, etc. Le logiciel espion dans les portables. C'est le logiciel espion dans les portables. Ils sont extrêmement puissants dans ce domaine. Oui. Et donc, mais l'image que ça donne d'Israël n'est pas particulière. Et puis, l'image coloniale de ce pays, aujourd'hui, lui est défavorable à terme. Est-ce que ça l'empêche d'être une grande puissance, ou du moins une puissance méditerranéenne? Est-ce que c'est une puissance? C'est difficile de répondre parce que on vient de parler des NSO et du cyberespionnage. Il y a des domaines dans lesquels Israël est indubitablement une puissance. Le premier, c'est les ventes d'armes. Je pense que par le PIB, ça doit être le 50e pays du monde. C'est un petit pays, c'est 6,5 millions, plus 1,5 million de Palestiniens. C'est ça, c'est 8 millions de personnes, Israël. Donc c'est un petit pays. Donc il y a des niches de puissance. En même temps, un pays qui a 8 millions d'habitants ne peut pas non plus constituer une puissance. Si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, c'est un paradoxe, mais il y a les domaines dans lesquels... il y a même un papier qui est sorti avant-hier dans Haaretz qui disait qu'en 2022, jamais Israël avait autant vendu d'armes que cette année. C'est ça la puissance d'Israël. C'est une puissance particulière, dirais-je. Tout à fait. Sylvain Sipel, c'est l'heure de la bande originale. Un petit jingle? Non, c'est pas grave, on fait ça. Et bien voilà, il est arrivé, Sylvain Sipel. Grâce à vous, nous allons nous quitter sur une note délicate avec la chanson Mon ami la rose, interprétée par Natacha Atlas. Quelques mots pour nous expliquer ce choix poétique. On revient à votre première question, si vous voulez. C'est-à-dire,
je ne sais pas comment dire, elle porte toute la douceur, l'émotion de l'Orient et du Moyen-Orient en particulier. Ne serait-ce que la tonalité, oui. Elle parle en français avec l'accent du Liban, si vous voulez. Bon, et c'est levantin. Voilà, bon. J'adore ça, voilà. Donc... C'est dit, on en profite. Sylvain Sipel, je rappelle que l'on vous lit sur le site Orient 21 et dans le 1. Orient 21, donc site de référence du monde arabe et musulman entièrement gratuit, est en pleine campagne de financement. Donc c'est grâce à ces dons et à vos dons que la rédaction peut garder son indépendance et proposer une information de grande qualité. Et pour aller plus loin sur la question israélienne, vos 2 ouvrages aux éditions La Découverte sont toujours disponibles. Je rappelle les titres: Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse, et l'État d'Israël contre les Juifs. Merci Sylvain Sipel de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella. Et si on vous manque, eh bien, il y a le replay sur le site internet de la chaîne. Salut! Peu de choses.